Partie 2, chapitre 3 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Isabelle Bram. Germinal par Émile Zola. Partie 2, chapitre 3. 11 heures sonnaient à la petite église du coron des 240, une chapelle de briques où l'abbé Joire venait dire la messe le dimanche. À côté, dans l'école, également en briques, on entendait les voix ânonnantes des enfants, malgré les fenêtres fermées au froid du dehors. Les larges voies, divisées en petits jardins adossés, restaient désertes entre les 4 corps de maisons uniformes, et ces jardins, ravagés par l'hiver, étalaient la tristesse de leurs terres marneuses que bossuaient et salissaient les derniers légumes. On faisait la soupe, les cheminées fumaient, une femme apparaissait de loin en loin le long des façades, ouvrait une porte, disparaissait. D'un bout à l'autre, sur le trottoir pavé, les tuyaux de descente s'égouttaient dans des tonneaux, bien qu'il ne plût pas, tant le ciel gris était chargé d'humidité. Et ce village, bâti d'un coup au milieu du vaste plateau, bordé de ces routes noires comme d'un liséré de deuil, n'avait d'autre gaieté que les bandes régulières de ces tuiles rouges, sans cesse lavées par les averses. Quand la Maheude rentra, elle fit un détour pour aller acheter des pommes de terre chez la femme d'un surveillant qui en avait encore de sa récolte. Derrière un rideau de peupliers malingres, les seuls arbres de ces terrains plats, se trouvait un groupe de constructions isolées, des maisons 4 par 4, entourées de leur jardin. Comme la compagnie réservait aux porions ce nouvel essai, les ouvriers avaient surnommé ce coin du hameau le coron des bas de soie, de même qu'ils appelaient leur propre coron pétédette, par une ironie bon enfant de leur misère. Ouf, nous y voilà, dit la Maheude, chargée de paquets, en poussant chez eux Lénore et Henri, boueux, les jambes mortes. Devant le feu, Estelle hurlait, bercée dans les bras d'Alzire. Celle-ci, n'ayant plus de sucre, ne sachant comment la faire taire, s'était décidée à feindre de lui donner le sein. Ce simulacre, souvent, réussissait, mais cette fois, elle avait beau écarter sa robe, lui coller la bouche sur sa poitrine maigre d'infirme de 8 ans, l'enfant s'enrageait de mordre la peau et de n'en rien tirer. « Passe-la-moi » cria la mère, dès qu'elle se trouva débarrassée. « Elle ne nous laissera pas dire un mot. » Lorsqu'elle eut sorti de son corsage un sein lourd comme une outre, et que la braillarde se fut pendue au goulot, brusquement muette, on put enfin causer. Du reste tout allait bien, la petite ménagère avait entretenu le feu, balayé, rangé la salle, et dans le silence on entendait en haut ronfler le grand-père, du même ronflement rythmé qui ne s'était pas arrêté un instant. « En voilà des choses, » murmura Alzire en souriant aux provisions. « Si tu veux, maman, je ferai la soupe. » La table était encombrée. Un paquet de vêtements, 2 pains, des pommes de terre, du beurre, du café, de la chicorée et une demi-livre de fromage de cochon. « Oh, la soupe !» dit la Maheude d'un air de fatigue. « Il faudrait aller cueillir de l'oseille et arracher des poireaux. Non, j'en ferai ensuite pour les hommes. Mais bouillir des pommes de terre, nous les mangerons avec un peu de beurre. Et du café, hein, n'oublie pas le café. » Mais tout d'un coup l'idée de la brioche lui revint. Elle regarda les mains vides de Lénore et d'Henri, qui se battaient par terre, déjà reposés et gaillards. Est-ce que ces gourmands n'avaient pas, en chemin, mangé sournoisement la brioche? Elle les gifla, pendant qu'Alzire, qui mettait la marmite au feu, tâchait de l'apaiser. « Laisse-les, maman. Si c'est pour moi, tu sais que ça m'est égal, la brioche. Ils avaient faim d'être allés si loin à pied. » Midi sonnèrent. On entendit les galoches des gamins qui sortaient de l'école. Les pommes de terre étaient cuites. Le café, épaissi d'une bonne moitié de chicorée, passait dans le filtre, avec un bruit chantant de grosses gouttes. Un coin de la table fut débarrassé. Mais la mère seule y mangea. Les 3 enfants se contentèrent de leurs genoux, et tout le temps, le petit garçon, qui était d'une voracité muette, se tourna sans rien dire vers le fromage de cochon, dont le papier gras le surexcitait. La Maheude buvait son café à petits coups, les 2 mains autour du verre pour les réchauffer, lorsque le père Bonnemort descendit. D'habitude il se levait plus tard, son déjeuner l'attendait sur le feu, mais ce jour-là il se mit à grogner parce qu'il n'y avait point de soupe.
Puis, quand sa bru lui eut dit qu'on ne faisait pas toujours comme on voulait, il mangea ses pommes de terre en silence. De temps à autre, il se levait, allait cracher dans les cendres par propreté, et, tassé ensuite sur sa chaise, il roulait la nourriture au fond de sa bouche, la tête basse, les yeux éteints. Ah, j'ai oublié, maman, dit Alzire. La voisine est venue. Sa mère l'interrompit. Oh, il m'embête. C'était une sourde rancune contre la Levaque, qui avait pleuré misère la veille pour ne rien lui prêter, et elle la savait justement à son aise en ce moment-là, le logeur Bouteloup ayant avancé sa quinzaine. Dans le coron, on ne se prêtait guère de ménage à ménage. Tiens, tu me fais songer, reprit la Maheude. Enveloppe donc un moulin de café. Je le reporterai à la Pierronne à qui je le dois d'avant-hier. Et quand sa fille eut préparé le paquet, elle ajouta qu'elle rentrerait tout de suite mettre la soupe des hommes sur le feu. Puis elle sortit avec Estelle dans les bras, laissant le vieux Bonnemort broyer lentement ses pommes de terre, tandis que Lénore et Henri se battaient pour manger les pelures tombées. La Maheude, au lieu de faire le tour, coupa tout droit à travers les jardins, de peur que la Levaque ne l'appelât. Justement, son jardin s'adossait à celui des Pierron, et il y avait, dans le treillage délabré qui les séparait, un trou par lequel on voisinait. Le puits commun était là, desservant 4 ménages. À côté, derrière un bouquet de lilas chétifs, se trouvait le carin, une remise basse, pleine de vieux outils, et où l'on élevait un à un les lapins qu'on mangeait les jours de fête. 1 heure sonna, c'était l'heure du café, pas une âme ne se montrait aux portes ni aux fenêtres. Seul un ouvrier de la coupe à terre, en attendant la descente, bêchait son coin de légumes, sans lever la tête. Mais comme la Maheude arrivait en face, à l'autre corps de bâtiment, elle fut surprise de voir paraître devant l'église un monsieur et 2 dames. Elle s'arrêta une seconde, elle les reconnut, c'était madame Hennebeau, qui faisait visiter le coron à ses invités, le monsieur décoré et la dame en manteau de fourrure. « Oh, pourquoi as-tu pris cette peine ?» s'écria la Pierronne lorsque la Maheude lui eut rendu son café. « Ça ne pressait pas. » Elle avait 28 ans, elle passait pour la jolie femme du coron, brune, le front bas, les yeux grands, la bouche étroite. Et coquette avec ça, d'une propreté de chatte, la gorge restait belle, car elle n'avait pas eu d'enfant. Sa mère, la Brûlé, veuve d'un haveur mort à la mine, après avoir envoyé sa fille travailler dans une fabrique en jurant qu'elle n'épouserait jamais un charbonnier, ne décolérait plus, depuis que celle-ci s'était mariée sur le tard avec Pierron, un veuf encore, qui avait une gamine de 8 ans. Cependant le ménage vivait très heureux, au milieu des bavardages, des histoires qui couraient sur les complaisances du mari et sur les amants de la femme. Pas une dette, 2 fois de la viande par semaine, une maison si nettement tenue qu'on se serait miré dans les casseroles. Pour surcroît de chance, grâce à des protections, la compagnie l'avait autorisée à vendre des bonbons et des biscuits, dont elle étalait les bocaux sur 2 planches, derrière les vitres de la fenêtre. C'était 6 ou 7 sous de gain par jour, quelquefois 12 le dimanche. Et dans ce bonheur, il n'y avait que la mère Brûlé qui hurla avec son enragement de vieille révolutionnaire, ayant à venger la mort de son homme contre les patrons, et que la petite Lydie, qui empocha en gifles trop fréquentes les vivacités de la famille. « Comme elle est grosse déjà !» reprit la Pierronne en faisant des risettes à Estelle. « Oh, le mal que ça donne, ne m'en parle pas, dit la Maheude. Tu es heureuse de n'en pas avoir. Au moins, tu peux tenir propre. » Bien que chez elle tout fût en ordre et qu'elle lavât chaque samedi, elle jetait un coup d'œil de ménagère jalouse sur cette salle si claire, où il y avait même de la coquetterie, des vases dorés sur le buffet, une glace, 3 gravures encadrées. Cependant la Pierronne était en train de boire seule son café, tout son monde se trouvant à la fosse. « Tu veux en prendre un verre avec moi ?» dit-elle. « Non, merci, je sors d'avaler le mien. »« Qu'est-ce que ça fait ?» En effet, ça ne faisait rien. Et toutes 2 burent lentement. Entre les bocaux de biscuits et de bonbons, leurs regards s'étaient arrêtés sur les maisons d'en face, qui alignaient aux fenêtres leurs petits rideaux, dont le plus ou le moins de blancheur disaient les vertus des ménagères. Ceux des Levaque étaient très sales, de véritables torchons, qui semblaient avoir essuyé le cul des marmites. « S'il est possible de vivre dans une pareille ordure !» murmura la Pierronne. Alors la Maheude partit et ne s'arrêta plus. « Ah, si elle avait eu un logeur comme ce Bouteloup, c'était elle qui aurait voulu faire marcher son ménage. Quand on savait s'y prendre, un logeur devenait une excellente affaire. Seulement,
Il ne fallait pas coucher avec. Et puis, le mari buvait, battait sa femme, courait les chanteuses des cafés-concerts de Montsou. La Pierronne prit un air profondément dégoûté. Ces chanteuses, ça donnait toutes les maladies. Il y en avait une à Joiselle qui avait empoisonné une fosse. Ce qui m'étonne, c'est que tu aies laissé aller ton fils avec leur fille. Ah oui, empêche donc ça. Leur jardin est contre le nôtre. L'été, Zacharie était toujours avec Philomène derrière les lilas, et il ne se gênait guère sur le carin. On ne pouvait tirer de l'eau au puits sans les surprendre. C'était la commune histoire des promiscuités du coron, les garçons et les filles pourrissant ensemble, se jetant à cul, comme il disait, sur la toiture basse et en pente du carin, dès la nuit tombée. Toutes les herscheuses faisaient là leur premier enfant, quand elles ne prenaient pas la peine d'aller le faire à Réquillart ou dans les blés. Ça ne tirait pas à conséquence, on se mariait ensuite. Les mères seules se fâchaient, lorsque les garçons commençaient trop tôt, car un garçon qui se mariait ne rapportait plus à la famille. À ta place, j'aimerais mieux en finir, reprit la Pierronne sagement. Ton Zacharie l'a déjà empli 2 fois, et ils iront plus loin se coller. De toute façon, l'argent est fichu. La Maheude, furieuse, étendit les mains. Écoute ça, je les maudis, s'ils se collent. Est-ce que Zacharie ne nous doit pas du respect? Il nous a coûté, n'est-ce pas? Eh ben, il faut qu'il nous rende, avant de s'embarrasser d'une femme. Qu'est-ce que nous deviendrons, dis? Si nos enfants travaillaient tout de suite pour les autres, autant crever alors. Cependant, elle se calma. Je parle en général, on verra plus tard. Il est joliment fort ton café, tu mets ce qu'il faut. Et après un quart d'heure d'autres histoires, elle se sauva, criant que la soupe de ces hommes n'était pas faite. Dehors, les enfants retournaient à l'école. Quelques femmes se montraient sur les portes, regardaient madame Hennebeau qui longeait une des façades, en expliquant du doigt le coron à ses invités. Cette visite commençait à remuer le village. L'homme de la coupe à terre s'arrêta un moment de bêcher. 2 poules inquiètes s'effarouchèrent dans les jardins. Comme la Maheude rentrait, elle buta dans la Levaque, qui était sortie pour sauter au passage sur le docteur Vanderhaghen, un médecin de la compagnie, petit homme pressé, écrasé de besogne, qui donnait ses consultations en courant. « Monsieur, disait-elle, je ne dors plus, j'ai mal partout. Faudrait en causer cependant. » Il les tutoyait toutes, il répondit sans s'arrêter. « Fiche-moi la paix, tu bois trop de café. »« Et mon mari, monsieur, dit à son tour la Maheude, vous deviez venir le voir. Il a toujours ses douleurs aux jambes. C'est toi qui l'esquintes. Fiche-moi la paix. » Les 2 femmes restèrent plantées, regardant fuir le dos du docteur. « Entre donc, reprit la Levaque, quand elle eut échangé avec sa voisine un haussement d'épaules désespéré. Tu sais qu'il y a du nouveau? Et tu prendras bien un peu de café, il est tout frais. » La Maheude, qui se débattait, fut sans force. « Allons, une goutte tout de même, pour ne pas la désobliger. » Et elle entra. La salle était d'une saleté noire, le carreau et les murs tachés de graisse, le buffet et la table poissés de crasse, et une puanteur de ménage mal tenu prenait à la gorge. Près du feu, les 2 coudes sur la table, le nez enfoncé dans son assiette, Bouteloup, jeune encore pour ses 35 ans, achevait un restant de bouillie, avec sa carrure épaisse de gros garçon placide. Tandis que, debout contre lui, le petit Achille, le premier-né de Philomène, qui entrait dans ses 3 ans déjà, le regardait de l'air suppliant et muet d'une bête gourmande. Le logeur, très tendre sous une grande barbe brune, lui fourrait de temps à autre un morceau de sa viande au fond de la bouche. « Attends que je le sucre, disait la Levaque, en mettant la cassonade d'avance dans la cafetière. Elle, plus vieille que lui de 6 ans, était affreuse, usée, la gorge sur le ventre et le ventre sur les cuisses, avec un mufle aplati aux poils grisâtres, toujours dépeigné. Il l'avait prise naturellement, sans l'éplucher davantage que sa soupe, où il trouvait des cheveux, et que son lit, dont les draps servaient 3 mois. Elle entrait dans la pension. Le mari aimait à répéter que les bons comptes font les bons amis. « Alors c'était pour te dire, continua-t-elle, qu'on a vu hier soir la Pierronne rôder du côté des bas de soie. Le monsieur que tu sais l'attendait derrière Rasseneur, et ils ont filé ensemble, le long du canal. Hein, c'est du propre, une femme mariée. Dame, dit la Maheude, Pierron, avant de l'épouser, donnait des lapins au pourrion. Maintenant, ça lui coûte moins cher de prêter sa femme. » Bouteloup éclata d'un rire énorme et jeta une mie de pain saucée dans la bouche d'Achille. Les 2 femmes achevaient de se soulager sur le compte de la Pierronne, une coquette pas plus belle qu'une autre, mais toujours occupée à se visiter les trous de la peau, à se laver, à se mettre de la pommade. Enfin, ça regardait le mari, hein, s'il aimait ce pain-là.
Il y avait des hommes si ambitieux qu'ils auraient torché les chefs, pour les entendre seulement dire merci. Et elles ne furent interrompues que par l'arrivée d'une voisine, qui rapportait une mioche de 9 mois, Désirée, la dernière de Philomène. Celle-ci, déjeunant au criblage, s'entendait pour qu'on lui amenât là-bas sa petite, et elle la faisait téter, assise un instant dans le charbon. La mienne, je peux pas la quitter une minute. Elle gueule tout de suite, dit la Maheude en regardant Estelle, qui s'était endormie sur ses bras. Mais elle ne réussit point à éviter la mise en demeure qu'elle lisait depuis un moment dans les yeux de la Levaque. Dis donc, il faudrait pourtant songer à en finir. D'abord, les deux mères, sans avoir besoin d'en causer, étaient tombées d'accord pour ne pas conclure le mariage. Si la mère de Zacharie voulait toucher le plus longtemps possible les quinzaines de son fils, la mère de Philomène s'emportait à l'idée d'abandonner celle de sa fille. Rien ne pressait. La seconde avait même préféré garder le petit, tant qu'il y avait eu un seul enfant. Mais depuis que celui-ci, grandissant, mangeait du pain et qu'un autre était venu, elle se trouvait en perte. Elle poussait furieusement au mariage, en femme qui n'entend pas y mettre du sien. Zacharie a tiré au sort, continua-t-elle. Plus rien n'arrête. Voyons à quand. Remettons ça au beau jour, répondit la Maheude gênée. C'est ennuyeux ces affaires, comme s'ils n'auraient pas pu attendre d'être mariés pour aller ensemble. Parole d'honneur, tiens, j'étranglerais Catherine si j'apprenais qu'elle ait fait la bêtise. La Levaque haussa les épaules. Laisse donc, elle y passera comme les autres. Bouteloup, avec la tranquillité d'un homme qui est chez lui, fouilla le buffet, cherchant le pain. Des légumes pour la soupe de Levaque, des pommes de terre et des poireaux traînaient sur un coin de la table, à moitié pelurés, repris et abandonnés 10 fois, au milieu des continuels commérages. La femme venait cependant de s'y remettre, lorsqu'elle les lâcha de nouveau pour se planter devant la fenêtre. Qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, c'est madame Hennebeau avec des gens. Les voilà qui entrent chez la Pierronne. Du coup, toutes deux retombèrent sur la Pierronne. Oh, ça ne manquait jamais. Dès que la compagnie faisait visiter le coron à des gens, on les conduisait droit chez celle-là, parce que c'était propre. Sans doute qu'on ne leur racontait pas les histoires avec le maître porion. On peut bien être propre quand on a des amoureux qui gagnent 3000 francs, logés, chauffés, sans compter les cadeaux. Si c'était propre dessus, ce n'était guère propre dessous. Et tout le temps que les visiteurs restèrent en face, elles en dégoisèrent. Les voilà qui sortent, dit enfin la Levaque. Ils font tour. Regarde donc, ma chère, je crois qu'ils vont chez toi. La Maheude fut prise de peur. Qui sait si Alzire avait donné un coup d'éponge à la table? Et sa soupe à elle aussi, qui n'était pas prête. Elle balbutia un au revoir. Elle se sauva, filant, rentrant, sans un coup d'œil de côté. Mais tout reluisait. Alzire, très sérieuse, un torchon devant elle, s'était mise à faire la soupe en voyant que sa mère ne revenait pas. Elle avait arraché les derniers poireaux du jardin, cueilli de l'oseille, et elle nettoyait précisément les légumes, pendant que sur le feu, dans un grand chaudron, chauffait l'eau pour le bain des hommes, quand ils allaient rentrer. Henri et Lénore étaient sages par hasard, très occupés à déchirer un vieil almanach. Le père Bonnemort fumait silencieusement sa pipe. Comme la Maheude soufflait, madame Hennebeau frappa. « Vous permettez, n'est-ce pas, ma brave femme ?» Grande, blonde, un peu alourdie dans la maturité superbe de la quarantaine, elle souriait avec un effort d'affabilité, sans laisser trop paraître la crainte de tacher sa toilette de soie bronze, drapée d'une mante de velours noir. « Entrez, entrez, répétait-elle à ses invités. Nous ne gênons personne, hein? Est-ce propre encore? Et cette brave femme a 7 enfants. Tous les ménages sont comme ça. Je vous expliquais que la compagnie leur loue la maison 6 francs par mois. Une grande salle au rez-de-chaussée, 2 chambres en haut, une cave et un jardin. » Le monsieur décoré et la dame en manteau de fourrure, débarqués le matin du train de Paris, ouvraient des yeux vagues, avaient sur la face l'ahurissement de ces choses brusques qui les dépaysaient. « Et un jardin ?» répéta la dame. « Mais on y vivrait, c'est charmant. »« Nous leur donnons du charbon, plus qu'ils n'en brûlent, » continuait madame Hennebeau. « Un médecin les visite 2 fois par semaine, et quand ils sont vieux, ils reçoivent des pensions, bien qu'on ne fasse aucune retenue sur les salaires. »« Une Thébaïde, un vrai pays de cocagne, » murmura le monsieur ravi. La Maheude s'était précipitée pour offrir des chaises. Ces dames refusèrent. Déjà madame Hennebeau se lassait, heureuse un instant de se distraire à ce rôle de montreur de bêtes, dans l'ennui de son exil, mais tout de suite répugnée par l'odeur fade de misère, malgré la propreté choisie des maisons où elle se risquait. Du reste, elle ne répétait que des bouts de phrases entendues, sans jamais s'inquiéter davantage de ce peuple d'ouvriers besognants et souffrants près d'elle. « Les beaux enfants !» murmura la dame, qui les trouvait affreux.
avec leurs têtes trop grosses, embroussaillées de cheveux couleur de paille. Et la Maheude dut dire leur âge. On lui adressa aussi des questions sur Estelle, par politesse. Respectueusement, le père Bonnemort avait retiré sa pipe de la bouche. Mais il n'en restait pas moins un sujet d'inquiétude, si ravagé par ses 40 années de fond, les jambes raides, la carcasse démolie, la face terreuse. Et comme un violent accès de toux le prenait, il préféra sortir pour cracher dehors, dans l'idée que son crachat noir allait gêner le monde. Alzire eut tout le succès. Quelle jolie petite ménagère avec son torchon! On complimentait la mère d'avoir une petite fille déjà si entendue pour son âge. Et personne ne parlait de la bosse. Des regards d'une compassion pleine de malaise revenaient toujours vers le pauvre être infirme. Maintenant, conclut madame Hennebeau, si l'on vous interroge sur nos corons à Paris, vous pourrez répondre. Jamais plus de bruit que ça. Mœurs patriarcales, tous heureux et bien portants comme vous voyez. Un endroit où vous devriez venir vous refaire un peu, à cause du bon air et de la tranquillité. C'est merveilleux, merveilleux, cria le monsieur, dans un élan final d'enthousiasme. Ils sortirent de l'air enchanté dont on sort d'une baraque de phénomènes, et la Maheude, qui les accompagnait, demeura sur le seuil pendant qu'ils repartaient doucement, en causant très haut. Les rues s'étaient peuplées, ils devaient traverser des groupes de femmes, attirées par le bruit de leur visite, qu'elles colportaient de maison en maison. Justement, devant sa porte, la Levaque avait arrêté la Pierronne, accourue en curieuse. Toutes deux affectaient une surprise mauvaise. « Eh bien, quoi donc? Ces gens voulaient y coucher chez les Maheu? Ce n'était pourtant pas si drôle. Toujours sans le sou avec ce qu'ils gagnent. Dame, quand on a des vices. Je viens d'apprendre qu'elle est allée ce matin mendier chez les bourgeois de la Piolaine. Et Maigrat, qui leur avait refusé du pain, lui en a donné. On sait comment il se paye, Maigrat. Sur elle? Oh non, faudrait du courage. C'est sur Catherine qu'il en prend. Ah, écoute donc, est-ce qu'elle n'a pas eu le toupet tout à l'heure de me dire qu'elle étranglerait Catherine si elle y passait? Comme si le grand Chaval, il y a beau temps, ne l'avait pas mis à cul sur le carin. Chut, voici le monde. Alors, la Levaque et la Pierronne, l'air paisible, sans curiosité impolie, s'étaient contentées de guetter sortir les visiteurs du coin de l'œil. Puis elles avaient appelé vivement d'un signe la Maheude, qui promenait encore Estelle sur ses bras. Et toutes trois, immobiles, regardaient s'éloigner les dos bien vêtus de madame Hennebeau et de ses invités. Lorsque ceux-ci furent à une trentaine de pas, les commérages reprirent, avec un redoublement de violence. « Elles en ont pour de l'argent sur la peau. Ça vaut plus cher qu'elles, peut-être. Ah, sûr, je ne connais pas l'autre, mais celle d'ici, je n'en donnerais pas 4 sous, si grosse qu'elle soit. On raconte des histoires. » « Hein? Quelles histoires? » Elle aurait des hommes, donc. D'abord l'ingénieur. Ce petit au maigre. Oh, il est trop menu. Elle le perdrait dans les draps. Qu'est-ce que ça fiche si ça l'amuse? Moi, je n'ai pas confiance. Quand je vois une dame qui prend des mines dégoûtées et qui n'a jamais l'air de se plaire où elle est. Regarde donc comme elle tourne son derrière avec l'air de nous mépriser toutes. Est-ce que c'est propre? Les promeneurs s'en allaient du même pas ralenti, causant toujours, lorsqu'une calèche vint s'arrêter sur la route devant l'église. Un monsieur d'environ 48 ans en descendit, serré dans une redingote noire, très brun de peau, le visage autoritaire et correct. « Le mari !» murmura la Levaque, baissant la voix comme s'il avait pu l'entendre, saisi de la crainte hiérarchique que le directeur inspirait à ses 10 000 ouvriers. C'est pourtant vrai qu'il a une tête de cocu, cet homme. Maintenant le coron entier était dehors. La curiosité des femmes montait, les groupes se rapprochaient, se fondaient en une foule, tandis que des bandes de marmailles mal mouchées traînaient sur les trottoirs, bouches béantes. On vit un instant la tête pâle de l'instituteur qui se haussait lui aussi derrière la haie de l'école. Au milieu des jardins, l'homme en train de bêcher restait le pied sur sa bêche, les yeux arrondis. Et le murmure des commérages s'enflait peu à peu avec un bruit de crécelle, pareil à un coup de vent dans des feuilles sèches. C'était surtout devant la porte de la Levaque que le rassemblement avait grossi. 2 femmes s'étaient avancées, puis 10, puis 20. Prudemment, la Pierronne se taisait, à présent qu'il y avait trop d'oreilles. La Maheude, une des plus raisonnables, se contentait aussi de regarder, et pour calmer Estelle réveillée et hurlant, elle avait tranquillement sorti au grand jour sa mamelle de bonne bête nourricière, qui pendait, roulante, comme allongée par la source continue de son lait. Quand monsieur Hennebeau eut fait asseoir les dames au fond de la voiture qui fila du côté de Marchiennes,
il y eut une explosion dernière de voix bavardes. Toutes les femmes gesticulaient, se parlaient dans le visage, au milieu d'un tumulte de fourmilières en révolution. Mais 3 heures sonnèrent. Les ouvriers de la coupe à terre étaient partis, Bouteloup et les autres. Brusquement, au détour de l'église, parurent les premiers charbonniers qui revenaient de la fosse, le visage noir, les vêtements trempés, croisant les bras et gonflant le dos. Alors il se produisit une débandade parmi les femmes, toutes couraient, toutes rentraient chez elles, dans un effarement de ménagères que trop de café et trop de cancans avaient mises en faute. Et l'on n'entendait plus que ce cri inquiet, gros de querelle. « Ah, mon Dieu! Et ma soupe! Et ma soupe qui n'est pas prête !» Fin du chapitre 3 de la deuxième partie. Partie 2, chapitre 4 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Isabelle Bram. Lorsque Maheu rentra, après avoir laissé Étienne chez Rasseneur, il trouva Catherine, Zacharie et Jeanlin attablés, qui achevaient leur soupe. Au retour de la fosse, on avait si faim qu'on mangeait dans ses vêtements humides, avant même de se débarbouiller. Et personne ne s'attendait, la table restait mise du matin au soir, toujours il y en avait un là, avalant sa portion, au hasard des exigences du travail. Dès la porte, Maheu aperçut les provisions. Il ne dit rien, mais son visage inquiet s'éclaira. Toute la matinée, le vide du buffet, la maison sans café et sans beurre, l'avait tracassé, lui était revenu en élancement douloureux, pendant qu'il tapait à la veine, suffoqué, au fond de la taille. Comment la femme aurait-elle fait, et qu'allait-on devenir si elle était rentrée les mains vides? Puis voilà qu'il y avait de tout. Elle lui conterait ça plus tard. Il riait d'aise. Déjà, Catherine et Jeanlin s'étaient levés, prenant leur café debout, tandis que Zacharie, mal rempli par sa soupe, se coupait une large tartine de pain qu'il couvrait de beurre. Il voyait bien le fromage de cochon sur une assiette, mais il n'y touchait pas. La viande était pour le père quand il n'y en avait que pour un. Tous venaient de faire descendre leur soupe d'une grande lampée d'eau fraîche, la bonne boisson claire des fins de quinzaine. « Je n'ai pas de bière, dit la Maheude, lorsque le père se fut attablé à son tour. J'ai voulu garder un peu d'argent, mais si tu en désires, la petite peut courir en prendre une pinte. Il la regardait épanoui. Comment? Elle avait aussi de l'argent? Non, non, dit-il, j'ai bu une chope, ça va bien. Et Maheu se mit à engloutir, par lentes cuillerées, la pâtée de pain, de pommes de terre, de poireaux et d'oseille, enfêtée dans la jatte qui lui servait d'assiette. La Maheude, sans lâcher Estelle, aidait Alzire à ce qu'il ne manquât de rien, poussait près de lui le beurre et la charcuterie, remettait au feu son café pour qu'il fût bien chaud. Cependant, à côté du feu, le lavage commençait, dans une moitié de tonneau transformée en baquet. Catherine, qui passait la première, l'avait empli d'eau tiède, et elle se déshabillait tranquillement, ôtait son béguin, sa veste, sa culotte, jusqu'à sa chemise, habituée à cela depuis l'âge de 8 ans, ayant grandi sans y voir du mal. Elle se tourna seulement, le ventre au feu, puis se frotta vigoureusement avec du savon noir. Personne ne la regardait, Lénore et Henri eux-mêmes n'avaient plus la curiosité de voir comment elle était faite. Quand elle fut propre, elle monta toute nue l'escalier, laissant sa chemise mouillée et ses autres vêtements en tas sur le carreau. Mais une querelle éclatait entre les deux frères. Jeanlin s'était hâté de sauter dans le baquet, sous le prétexte que Zacharie mangeait encore, et celui-ci le bousculait, réclamait son tour, criait que s'il était assez gentil pour permettre à Catherine de se tremper d'abord, il ne voulait pas avoir la rinsure des galopins, d'autant plus que, lorsque celui-ci avait passé dans l'eau, on pouvait en remplir les encriers de l'école. Ils finirent par se laver ensemble, tournés également vers le feu, et ils s'entraidèrent même, ils se frottèrent le dos. Puis, comme leur sœur, ils disparurent dans l'escalier tout nus. « En font-ils un gâchis ?» murmurait la Maheude, en prenant par terre les vêtements pour les mettre sécher. « Alzire, éponge un peu, hein !» Mais un tapage de l'autre côté du mur lui coupa la parole. C'étaient des jurons d'hommes, des pleurs de femmes, tout un piétinement de bataille, avec des coups sourds qui sonnaient comme des heurts de courges vides. La Levaque reçoit sa danse, constata paisiblement Maheu, en train de racler le fond de sa jatte avec la cuillère. C'est drôle, Bouteloup prétendait que la soupe était prête. Ah oui, prête,
dit la Maheude. J'ai vu les légumes sur la table, pas même épluchés. Les cris redoublaient. Il y eut une poussée terrible qui ébranla le mur, puis un grand silence tomba. Alors le mineur, en avalant une dernière cuillerée, conclut d'un air de calme justice. Si la soupe n'est pas prête, ça se comprend. Et après avoir bu un verre plein d'eau, il attaqua le fromage de cochon. Il en coupait des morceaux carrés qu'il piquait de la pointe de son couteau et qu'il mangeait sur son pain, sans fourchette. On ne parlait pas quand le père mangeait. Lui-même avait la faim silencieuse. Il ne reconnaissait point la charcuterie habituelle de Maigrat, ça devait venir d'ailleurs. Pourtant il n'adressait aucune question à sa femme. Il demanda seulement si le vieux dormait toujours là-haut. Non, le grand-père était déjà sorti pour son tour de promenade accoutumé. Et le silence recommença. Mais l'odeur de la viande avait fait lever les têtes de Lénore et d'Henri, qui s'amusaient par terre à dessiner des ruisseaux avec l'eau répandue. Tous deux vinrent se planter près du père, le petit en avant. Leurs yeux suivaient chaque morceau, le regardaient pleins d'espoir partir de l'assiette, et le voyaient d'un air consterné s'engouffrer dans la bouche. À la longue, le père remarqua le désir gourmand qui les pâlissait et leur mouillait les lèvres. « Est-ce que les enfants en ont eu ?» demanda-t-il. Et, comme sa femme hésitait, « Tu sais, je n'aime pas ces injustices. Ça m'ôte l'appétit quand ils sont là autour de moi à mendier un morceau. »« Mais oui, ils en ont eu !» s'écria-t-elle en colère. « Ah bien, si tu les écoutes, tu peux leur donner ta part et celle des autres. Ils s'empliront jusqu'à crever. N'est-ce pas, Alzire, que nous avons tous mangé du fromage ?»« Bien sûr, maman, » répondit la petite bossue, qui, dans ces circonstances-là, mentait avec un aplomb de grande personne. Lénore et Henri restaient immobiles de saisissement, révoltés d'une pareille menterie, eux qu'on fouettait s'ils ne disaient pas la vérité. Leur petit cœur se gonflait, et ils avaient une grosse envie de protester, de dire qu'ils n'étaient pas là, eux, lorsque les autres en avaient mangé. « Allez-vous-en donc, » répétait la mère, en les chassant à l'autre bout de la salle. « Vous devriez rougir d'être toujours dans l'assiette de votre père. Et s'il était le seul à en avoir, est-ce qu'il ne travaille pas, lui? Tandis que vous autres, tas de vauriens, vous ne savez encore que dépenser. Ah oui, et plus que vous n'êtes gros. » Maheu les rappela. Il assit Lénore sur sa cuisse gauche, Henri sur sa cuisse droite, puis il acheva le fromage de cochon, en faisant la dînette avec eux. Chacun sa part, il leur coupait des petits morceaux. Les enfants, ravis, dévoraient. Quand il eut fini, il dit à sa femme, « Non, ne me sers pas mon café, je vais me laver d'abord. Et donne-moi un coup de main pour jeter cette eau sale. » Ils empoignèrent les anses du baquet, et ils le vidaient dans le ruisseau, devant la porte, lorsque Jeanlin descendit, avec des vêtements secs, une culotte et une blouse de laine trop grande, las de déteindre sur le dos de son frère. En le voyant filer sournoisement par la porte ouverte, sa mère l'arrêta. « Où vas-tu ?»« Là ?»« Où là ? Écoute, tu vas aller cueillir une salade de pissenlit pour ce soir. Hein, tu m'entends? Si tu ne rapportes pas une salade, tu auras affaire à moi. »« Bon, bon. » Jeanlin partit, les mains dans les poches, traînant ses sabots, roulant ses reins maigres d'avorton de 10 ans, comme un vieux mineur. À son tour, Zacharie descendait, plus soigné, le torse pris dans un tricot de laine noire à raies bleues. Son père lui cria de ne pas rentrer tard, et il sortit en hochant la tête, la pipe aux dents, sans répondre. De nouveau le baquet était plein d'eau tiède. Maheu, lentement, enlevait déjà sa veste. Sur un coup d'œil, Alzire emmena Lénore et Henri jouer dehors. Le père n'aimait pas se laver en famille, comme cela se pratiquait dans beaucoup d'autres maisons du coron. Du reste, il ne blâmait personne. Il disait simplement que c'était bon pour les enfants de barboter ensemble. « Que fais-tu donc là-haut » cria la Maheude à travers l'escalier. « Je raccommode ma robe, que j'ai déchirée hier, » répondit Catherine. « C'est bien. Ne descends pas, ton père se lave. » Alors Maheu et la Maheude restèrent seuls. Celle-ci s'était décidée à poser sur une chaise à Stèle, qui, par miracle, se trouvant bien près du feu, ne hurlait pas, et tournait vers ses parents des yeux vagues de petit être sans pensée. Lui, tout nu, accroupi devant le baquet, y avait d'abord plongé la tête, frotté de ce savon noir dont l'usage séculaire décolore et jaunit les cheveux de la race. Ensuite il entra dans l'eau, s'enduisit la poitrine, le ventre, les bras, les cuisses, se les racla énergiquement des 2 poings. Debout, sa femme le regardait. « Dis donc, commença-t-elle, j'ai vu ton œil quand tu es arrivé. Tu te tourmentais, hein? Ça t'a déridé, ces provisions. Imagine-toi que les bourgeois de la Piolaine ne m'ont pas fichu un sou. Oh, ils sont aimables, ils ont habillé les petits, et j'avais honte de les supplier.
car ça me reste en travers quand je demande. Elle s'interrompit un instant pour caler Estelle sur la chaise, crainte d'une culbute. Le père continuait à s'user la peau, sans hâter d'une question cette histoire qui l'intéressait, attendant patiemment de comprendre. Faut te dire que Maigrat m'avait refusé, oh raide, comme on flanque un chien dehors. Tu vois si j'étais à la noce. Ça tient chaud des vêtements de laine, mais ça ne vous met rien dans le ventre, pas vrai? Il leva la tête, toujours muet. Rien à la Piolaine, rien chez Maigrat, alors quoi? Mais comme à l'ordinaire, elle venait de retrousser ses manches pour lui laver le dos et les parties qu'il lui était mal commode d'atteindre. D'ailleurs il aimait qu'elle le savonnât, qu'elle le frottât partout, à se casser les poignets. Elle prit du savon, elle lui laboura les épaules, tandis qu'il se raidissait afin de tenir le coup. Donc, je suis retournée chez Maigrat. Je lui en ai dit, ah, je lui en ai dit. Et qu'il ne fallait pas avoir de cœur, et qu'il lui arriverait du mal s'il y avait une justice. Ça l'ennuyait, il tournait les yeux, il aurait bien voulu filer. Du dos, elle était descendue aux fesses, et lancée, elle poussait ailleurs, dans les plis, ne laissant pas une place du corps sans y passer, le faisant reluire comme ses 3 casseroles, les samedis de grand nettoyage. Seulement, elle suait à ce terrible va-et-vient des bras, toute secouée elle-même, si essoufflée que ses paroles s'étranglaient. Enfin, il m'a appelé vieux crampon. Nous aurons du pain jusqu'à samedi, et le plus beau, c'est qu'il m'a prêté 100 sous. J'ai encore pris chez lui le beurre, le café, la chicorée, j'allais même prendre la charcuterie et les pommes de terre quand j'ai vu qu'il grognait. 7 sous de fromage de cochon, 18 sous de pommes de terre. Il me reste 3 francs 75 pour un ragoût et un pot-au-feu. Hein? Je crois que je n'ai pas perdu ma matinée. Maintenant elle l'essuyait, le tamponnait avec un torchon aux endroits où ça ne voulait pas sécher. Lui, heureux, sans songer au lendemain de la dette, éclatait d'un gros rire et l'empoignait à plein bras. Laisse donc, bête, tu es trempée, tu me mouilles. Seulement je crains que Maigrat n'ait des idées. Elle allait parler de Catherine, elle s'arrêta. À quoi bon inquiéter le père? Ça ferait des histoires à n'en plus finir. Quelles idées? Demanda-t-il. Des idées de nous voler, donc. Faudra que Catherine épluche joliment la note. Il l'empoigna de nouveau et cette fois ne la lâcha plus. Toujours le bain finissait ainsi. Elle le ragaillardissait à le frotter si fort, puis à lui passer partout des linges qui lui chatouillaient les poils des bras et de la poitrine. D'ailleurs, c'était également chez les camarades du coron l'heure des bêtises, où l'on plantait plus d'enfants qu'on en voulait. La nuit, on avait sur le dos la famille. Il la poussait vers la table, goguenardant en brave homme qui jouit du seul bon moment de la journée, appelant ça prendre son dessert, et un dessert qui ne coûtait rien. Elle, avec sa taille et sa gorge roulante, se débattait un peu pour rire. « Es-tu bête, mon Dieu, es-tu bête? Et Estelle qui nous regarde. Attends que je lui tourne la tête. »« Ah oui, à 3 mois, est-ce que ça comprend ?» Lorsqu'il se fut relevé, Maheu passa simplement une culotte sèche. Son plaisir, quand il était propre et qu'il avait rigolé avec sa femme, était de rester un moment le torse nu. Sur sa peau blanche, d'une blancheur de fille anémique, les éraflures, les entailles du charbon laissaient des tatouages, des greffes, comme disent les mineurs. Il s'en montrait fier, il étalait ses gros bras, sa poitrine large, d'un luisant de marbre veiné de bleu. En été, tous les mineurs se mettaient ainsi sur les portes. Il y alla même un instant, malgré le temps humide, cria un mot salé à un camarade, le poitrail également nu au-delà des jardins. D'autres parurent, et les enfants qui traînaient sur les trottoirs levaient la tête, riaient eux aussi à la joie de toute cette chair lasse de travailleurs mise au grand air. En buvant son café sans passer encore une chemise, Maheu conta à sa femme la colère de l'ingénieur pour le boisage. Il était calmé, détendu, et il écouta avec un hochement d'approbation les sages conseils de la Maheude, qui montrait un grand bon sens dans ces affaires-là. Toujours elle lui répétait qu'on ne gagnait rien à se buter contre la compagnie. Elle lui parla ensuite de la visite de madame Hennebeau. Sans le dire, tous deux en étaient fiers. « Est-ce qu'on peut descendre ?» demanda Catherine du haut de l'escalier. « Oui, oui, ton père se sèche. » La jeune fille avait sa robe des dimanches, une vieille robe de popeline gros bleu, pâlie et usée déjà dans les plis. Elle était coiffée d'un bonnet de tulle noir tout simple. « Tiens, tu t'es habillée. Où vas-tu donc ? » ?»« Je vais à Montsou acheter un ruban pour mon bonnet. J'ai retiré le vieux, il était trop sale. »« Tu as donc de l'argent, toi ?»« Non, c'est Mouquette qui a promis de me prêter 10 sous. » La mère la laissa partir, mais à la porte elle la rappela. « Écoute, ne va pas l'acheter chez Maigrat, ton ruban.
Ils te voleraient et ils croiraient que nous roulons sur l'or. Le père, qui s'était accroupi devant le feu pour sécher plus vite sa nuque et ses aisselles, se contenta d'ajouter: Tâche de ne pas traîner la nuit sur les routes. Maheu, l'après-midi, travailla dans son jardin. Déjà il y avait semé des pommes de terre, des haricots, des pois, et il tenait en jauge depuis la veille du plant de choux et de laitue qu'il se mit à repiquer. Ce coin de jardin les fournissait de légumes, sauf de pommes de terre, dont il n'avait jamais assez. Du reste, lui s'entendait très bien à la culture et obtenait même des artichauts, ce qui était traité de pose par les voisins. Comme il préparait sa planche, Levaque justement vint fumer une pipe dans son carré à lui, en regardant des romaines que Bouteloup avait plantées le matin. Car sans le courage du logeur à bêcher, il n'aurait guère poussé là que des orties. Et la conversation s'engagea par-dessus le treillage. Levaque, délassé et excité d'avoir tapé sur sa femme, tâcha vainement d'entraîner Maheu chez Rasseneur. Voyons, est-ce qu'une chope l'effrayait? On ferait une partie de quilles, on flânerait un instant avec les camarades, puis on rentrerait dîner. C'était la vie après la sortie de la fosse. Sans doute il n'y avait pas de mal à cela, mais Maheu s'entêtait. S'il ne repiquait pas ses laitues, elle serait fanée le lendemain. Au fond, il refusait par sagesse, ne voulant point demander un liard à sa femme sur le reste des 100 sous. 5 heures sonnaient, lorsque la Pierronne vint savoir si c'était avec Jeanlin que sa Lydie avait filé. Levaque répondit que ça devait être quelque chose comme ça, car Bébert, lui aussi, avait disparu, et ses galopins gourgandinaient toujours ensemble. Quand Maheu les eut tranquillisés en parlant de la salade de pissenlit, lui et le camarade se mirent à attaquer la jeune femme avec une crudité de bon diable. Elle s'en fâchait, mais ne s'en allait pas, chatouillée au fond par les gros mots, qui la faisaient crier, les mains au ventre. Il arriva à son secours une femme maigre, dont la colère bégayante ressemblait à un gloussement de poule. D'autres au loin, sur les portes, s'effarouchaient de confiance. Maintenant l'école était fermée, toute la marmaille traînait, c'était un grouillement de petits êtres piaulant, se roulant, se battant, tandis que les pères, qui n'étaient pas à l'estaminet, restaient par groupes de 3 ou 4, accroupis sur leurs talons comme au fond de la mine, fumant des pipes avec des paroles rares, à l'abri d'un mur. La Pierronne partit furieuse lorsque Levaque voulut tâter si elle avait la cuisse ferme, et il se décida lui-même à se rendre seul chez Rasseneur, pendant que Maheu plantait toujours. Le jour baissa brusquement. La Maheude alluma la lampe, irritée de ce que ni la fille ni les garçons ne rentraient. Elle l'aurait parié. Jamais on ne parvenait à faire ensemble l'unique repas où l'on aurait pu être tous autour de la table. Puis c'était la salade de pissenlit qu'elle attendait. Qu'est-ce qu'il pouvait cueillir à cette heure dans ce noir de four, le bougre d'enfant? Une salade accompagnerait si bien la ratatouille qu'elle laissait mijoter sur le feu, des pommes de terre, des poireaux, de l'oseille, fricassés avec de l'oignon frit. La maison entière le sentait, l'oignon frit, cette bonne odeur qui rend si vite, et qui pénètre les briques des corons d'un empoisonnement tel qu'on les flaire de loin dans la campagne, à ce violent fumet de cuisine pauvre. Maheu, quand il quitta le jardin à la nuit tombée, s'assoupit tout de suite sur une chaise, la tête contre la muraille. Dès qu'il s'asseyait le soir, il dormait. Le coucou sonnait 7 heures. Henri et Lénore venaient de casser une assiette en s'obstinant à aider Alzire, qui mettait le couvert, lorsque le père Bonnemort rentra le premier, pressé de dîner et de retourner à la fosse. Alors la Maheude réveilla Maheu. Mangeons, tant pis, ils sont assez grands pour retrouver la maison. L'embêtant, c'est la salade. Fin du chapitre 4 de la 2e partie. Partie 2, chapitre 5 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Isabelle Bram. Partie 2, chapitre 5. Chez Rasseneur, après avoir mangé une soupe, Étienne, remonté dans l'étroite chambre qu'il allait occuper sous le toit en face du Voreux, était tombé sur son lit, tout vêtu, assommé de fatigue. En 2 jours, il n'avait pas dormi 4 heures. Quand il s'éveilla au crépuscule, il resta étourdi un instant, sans reconnaître le lieu où il se trouvait. Et il éprouvait un tel malaise, une telle pesanteur de tête, qu'il se mit péniblement debout, avec l'idée de prendre l'air avant de dîner et de se coucher pour la nuit. Dehors, le temps était de plus en plus doux. Le ciel de suie se cuivrait,
chargé d'une de ces longues pluies du nord, dont on sentait l'approche dans la tiédeur humide de l'air. La nuit venait par grandes fumées, noyant les lointains perdus de la plaine. Sur cette mer immense de terre rougeâtre, le ciel bas semblait se fondre en noire poussière, sans un souffle de vent à cette heure qui anima les ténèbres. C'était d'une tristesse blafarde et morte d'ensevelissement. Étienne marcha devant lui au hasard, n'ayant d'autre but que de secouer sa fièvre. Lorsqu'il passa devant le voreux, assombri déjà au fond de son trou, et dont pas une lanterne ne luisait encore, il s'arrêta un moment pour voir la sortie des ouvriers à la journée. Sans doute 6 heures sonnaient, des moulineurs, des chargeurs à l'accrochage, des palefreniers s'en allaient par bandes, mêlés aux filles du criblage, vagues et rieuses dans l'ombre. D'abord ce furent la Brûlé et son gendre Pierron. Elle le querellait parce qu'il ne l'avait pas soutenue dans une contestation avec un surveillant pour son compte de pierre. « Oh, sacré chiffre, va! S'il est permis d'être un homme et de s'aplatir comme ça devant un de ces salauds qui nous mangent !» Pierron la suivait paisiblement, sans répondre. Il finit par dire « Fallait peut-être sauter sur le chef. Merci pour avoir des ennuis. »« Dans le derrière alors !» cria-t-elle. « Ah, nom de Dieu! Si ma fille m'avait écouté! Ça ne suffit donc pas qu'ils aient tué le père? Tu voudrais peut-être que je dise merci? Non, vois-tu, j'aurai leur peau. » Les voix se perdirent. Étienne la regarda disparaître avec son nez d'aigle, ses cheveux blancs envolés, ses longs bras maigres qui gesticulaient furieusement. Mais derrière lui, la conversation de 2 jeunes gens lui fit prêter l'oreille. Il avait reconnu Zacharie qui attendait là et que son ami Mouquet venait d'aborder. « Arrives-tu » demanda celui-ci. « Nous mangeons une tartine, puis nous filons au volcan. »« Tout à l'heure, j'ai affaire. »« Quoi donc ?» Le moulineur se tourna et aperçut Philomène qui sortait du criblage. Il crut comprendre. « Ah bon, c'est ça. Alors je pars devant. »« Oui, je te rattraperai. » Mouquet, en s'en allant, se rencontra avec son père, le vieux Mouque, qui sortait aussi du Voreux, et les 2 hommes se dirent simplement bonsoir. Le fils prit la grande route, tandis que le père filait le long du canal. Déjà, Zacharie poussait Philomène dans ce même chemin écarté malgré sa résistance. Elle était pressée une autre fois, et ils se disputaient tous deux, en vieux ménage. Ça n'avait rien de drôle de ne se voir que dehors, surtout l'hiver, lorsque la terre est mouillée et qu'on n'a pas les blés pour se coucher dedans. « Mais non, ce n'est pas ça, » murmura-t-il impatienté. « J'ai à te dire une chose. » Il la tenait à la taille, il l'emmenait doucement. Puis, lorsqu'ils furent dans l'ombre du terri, il voulut savoir si elle avait de l'argent. « Pourquoi faire ?» demanda-t-elle. Lui alors s'embrouilla, parla d'une dette de 2 francs qui allait désespérer sa famille. « Tais-toi donc, j'ai vu Mouquet, tu vas encore au volcan où il y a ces sales femmes de chanteuses. » Il se défendit, tapa sur sa poitrine, donna sa parole d'honneur. Puis, comme elle haussait les épaules, il dit brusquement « Viens avec nous si ça t'amuse. Tu vois que tu ne me déranges pas. Pour ce que j'en veux faire des chanteuses. Viens-tu ?»« Et le petit ?» répondit-elle. « Est-ce qu'on peut remuer avec un enfant qui crie toujours ? Laisse-moi rentrer, je parie qu'ils ne s'entendent plus à la maison. » Mais il la retint, il la supplia. Voyons, c'était pour ne pas avoir l'air bête devant Mouquet, auquel il avait promis. Un homme ne pouvait pas tous les soirs se coucher comme les poules. Vaincue, elle avait retroussé une basque de son caraco. Elle coupait de l'ongle le fil et tirait des pièces de 10 sous d'un coin de la bordure. De crainte d'être volée par sa mère, elle cachait là le gain des heures qu'elle faisait en plus à la fosse. « J'en ai 5, tu vois, dit-elle. Je veux bien t'en donner 3. Seulement il faut me jurer que tu vas décider ta mère à nous marier. En voilà assez de cette vie en l'air. Avec ça, maman me reproche toutes les bouchées que je mange. Jure, jure d'abord. » Elle parlait de sa voix molle, de grande fille maladive, sans passion, simplement lasse de son existence. Lui jura, cria que c'était une chose promise, sacrée. Puis lorsqu'il tint les 3 pièces, il la baisa, la chatouilla, la fit rire, et il aurait poussé les choses jusqu'au bout dans ce coin du terri qui était la chambre d'hiver de leur vieux ménage, si elle n'avait répété que non, que ça ne lui causerait aucun plaisir. Elle retourna au coron toute seule, pendant qu'il coupait à travers champs pour rejoindre son camarade. Étienne, machinalement, les avait suivis de loin, sans comprendre, croyant à un simple rendez-vous. Les filles étaient précoces aux fosses, et il se rappelait les ouvrières de Lille qui l'attendaient derrière les fabriques, ces bandes de filles gâtées dès 14 ans,
dans les abandons de la misère. Mais une autre rencontre le surprit davantage. Il s'arrêta. C'était en bas du terri, dans un creux où de grosses pierres avaient glissé, le petit Jeanlin, qui rabrouait violemment Lydie et Bébert, assis l'une à sa droite, l'autre à sa gauche. « Hein, vous dites? Je vais ajouter une gifle pour chacun, moi, si vous réclamez. Qui est-ce qui a eu l'idée, voyons ?» En effet, Jeanlin avait eu une idée. Après s'être pendant 1 heure, le long du canal, roulé dans les prés en cueillant des pissenlits avec les 2 autres, il venait de songer, devant le tas de salade, qu'on ne mangerait jamais tout ça chez lui. Et, au lieu de rentrer au coron, il était allé à Montsou, gardant Bébert pour faire le guet, poussant Lydie à sonner chez les bourgeois où elle offrait les pissenlits. Il disait, expérimenté déjà, que les filles vendaient ce qu'elles voulaient. Dans l'ardeur du négoce, le tas entier y avait passé, mais la gamine avait fait 11 sous. Et maintenant, les mains nettes, tous 3 partageaient le gain. « C'est injuste, déclara Bébert. Faut diviser en 3. Si tu gardes 7 sous, nous n'en aurons plus que 2 chacun. De quoi injuste? Répliqua Jeanlin furieux. J'en ai cueilli davantage d'abord. L'autre d'ordinaire se soumettait avec une admiration craintive, une crédulité qui le rendait continuellement victime. Plus âgé et plus fort, il se laissait même gifler. Mais cette fois, l'idée de tout cet argent l'excitait à la résistance. N'est-ce pas, Lydie? Il nous vole. S'il ne partage pas, nous le dirons à sa mère. Du coup, Jeanlin lui mit le poing sous le nez. Répète un peu, c'est moi qui irai dire chez vous que vous avez vendu la salade à maman. Et puis, bougre de bête, est-ce que je puis diviser 11 sous en 3? Essaye pour voir, toi qui es malin. Voilà chacun vos 2 sous. Dépêchez-vous de les prendre ou je les recolle dans ma poche. Dompté, Bébert accepta les 2 sous. Lydie, tremblante, n'avait rien dit, car elle éprouvait devant Jeanlin une peur et une tendresse de petite femme battue. Comme il lui tendait les 2 sous, elle avança la main avec un rire soumis, mais il se ravisa brusquement. « Hein? Qu'est-ce que tu vas fiche de tout ça? Ta mère te le chipera, bien sûr, si tu ne sais pas le cacher. Vaut mieux que je te le garde. Quand tu auras besoin d'argent, tu m'en demanderas. » Et les 9 sous disparurent. Pour lui fermer la bouche, il l'avait empoignée en riant. Il se roulait avec elle sur le terri. C'était sa petite femme. Ils essayaient ensemble, dans les coins noirs, l'amour qu'ils entendaient et qu'ils voyaient chez eux, derrière les cloisons, par les fentes des portes. Ils savaient tout, mais ils ne pouvaient guère. Trop jeunes, tâtonnant, jouant pendant des heures à des jeux de petits chiens vicieux. Lui appelait ça faire papa et maman. Et quand il l'emmenait, elle galopait, elle se laissait prendre avec le tremblement délicieux de l'instinct, souvent fâchée, mais cédant toujours dans l'attente de quelque chose qui ne venait point. Comme Bébert n'était pas admis à ces parties-là et qu'il recevait une bourrade dès qu'il voulait tâter de Lydie, il restait gêné, travaillait de colère et de malaise quand les 2 autres s'amusaient, ce dont il ne se gênait nullement en sa présence. Aussi n'avait-il qu'une idée, les effrayer, les déranger, en leur criant qu'on les voyait. « C'est foutu, v'là un homme qui regarde !» Cette fois il ne mentait pas, c'était Étienne qui se décidait à continuer son chemin. Les enfants bondirent, se sauvèrent, et il passa tournant le terri, suivant le canal, amusé de la belle peur de ces polissons. Sans doute c'était trop tôt à leur âge, mais quoi, ils en voyaient tant, ils en entendaient de si raides, qu'il aurait fallu les attacher pour les tenir. Au fond, cependant, Étienne devenait triste. 100 pas plus loin, il tomba encore sur des couples. Il arrivait à Réquillart, et là, autour de la vieille fosse en ruine, toutes les filles de Montsou rôdaient avec leurs amoureux. C'était le rendez-vous commun, le coin écarté et désert où les herscheuses venaient faire leur premier enfant, quand elles n'osaient se risquer sur le carin. Les palissades rompues ouvraient à chacun l'ancien carreau, changé en un terrain vague, obstrué par les débris de 2 hangars qui s'étaient écroulés et par les carcasses des grands chevalets restés debout. Des berlines hors d'usage traînaient, d'anciens bois à moitié pourris entassaient des meules. Tandis qu'une végétation drue reconquérait ce coin de terre, s'étalait en herbe épaisse, jaillissaient en jeunes arbres déjà forts. Aussi chaque fille s'y trouvait-elle chez elle. Il y avait des trous perdus pour toutes. Les galants les culbutaient sur les poutres, derrière les bois, dans les berlines. On se logeait quand même, coudes à coudes, sans s'occuper des voisins. Et il semblait que ce fût, autour de la machine éteinte, près de ce puits-là de dégorger de la houille, une revanche de la création, le libre amour qui, sous le coup de fouet de l'instinct, plantait des enfants dans les ventres de ses filles, à peine femmes. Pourtant un gardien habitait là, le vieux Mouque,
auquel la compagnie abandonnait presque sous le beffroi détruit 2 pièces que la chute attendue des dernières charpentes menaçait d'un continuel écrasement. Il avait même dû étayer une partie du plafond, et il y vivait très bien, en famille, lui et Mouquet dans une chambre, la Mouquette dans l'autre. Comme les fenêtres n'avaient plus une seule vitre, il s'était décidé à les boucher en clouant des planches. On ne voyait pas clair, mais il faisait chaud. Du reste, ce gardien ne gardait rien, allait soigner ses chevaux au Voreux, ne s'occupait jamais des ruines de Réquillart, dont on conservait seulement le puits pour servir de cheminée à un foyer, qui aérait la fosse voisine. Et c'était ainsi que le père Mouque achevait de vieillir, au milieu des amours. Dès 10 ans, la Mouquette avait fait la culbute dans tous les coins des décombres, non en galopine effarouchée et encore verte comme Lydie, mais en fille déjà grasse, bonne pour des garçons barbus. Le père n'avait rien à dire, car elle se montrait respectueuse. Jamais elle n'introduisait un galant chez lui. Puis il était habitué à ces accidents-là. Quand il se rendait au Voreux ou qu'il en revenait, chaque fois qu'il sortait de son trou, il ne pouvait risquer un pied sans le mettre sur un couple, dans l'herbe. Et c'était pis, s'il voulait ramasser du bois pour sa soupe ou chercher des gléterons pour son lapin, à l'autre bout du clos. Alors il voyait se lever un à un les nez gourmands de toutes les filles de Montsou, tandis qu'il devait se méfier de ne pas buter contre les jambes, tendues au ras des sentiers. D'ailleurs, peu à peu, ces rencontres-là n'avaient plus dérangé personne, ni lui qui veillait simplement à ne pas tomber, ni les filles qu'il laissait achever leur affaire, s'éloignant à petits pas discrets, en brave homme paisible devant les choses de la nature. Seulement, de même qu'elle le connaissait à cette heure, lui avait également fini par les connaître, ainsi que l'on connaît les pies polissonnes qui se débauchent dans les poiriers des jardins. Ah, cette jeunesse, comme elle en prenait, comme elle se bourrait. Parfois il hochait le menton avec des regrets silencieux, en se détournant des gaillardes bruyantes, soufflant trop haut au fond des ténèbres. Une seule chose lui causait de l'humeur. 2 amoureux avaient pris la mauvaise habitude de s'embrasser contre le mur de sa chambre. Ce n'était pas que ça l'empêchât de dormir, mais il poussait si fort qu'à la longue il dégradait le mur. Chaque soir le vieux Mouque recevait la visite de son ami, le père Bonnemort, qui, régulièrement avant son dîner, faisait la même promenade. Les 2 anciens ne se parlaient guère, échangeaient à peine 10 paroles pendant la demi-heure qu'ils passaient ensemble. Mais cela les égayait d'être ainsi, de songer à de vieilles choses qu'ils remâchaient en commun, sans avoir besoin d'en causer. À Réquillart, ils s'asseyaient sur une poutre côte à côte, lâchaient un mot, puis partaient pour leur rêvasserie, le nez vers la terre. Sans doute ils redevenaient jeunes. Autour d'eux, des galants troussaient leurs amoureuses, des baisers et des rires chuchotés. Une odeur chaude de filles montait dans la fraîcheur des herbes écrasées. C'était déjà derrière la fosse, 43 ans plus tôt, que le père Bonnemort avait pris sa femme, une herscheuse si chétive qu'il la posait sur une berline pour l'embrasser à l'aise. Ah, il y avait beau temps. Et les 2 vieux, branlant la tête, se quittaient enfin, souvent même sans se dire bonsoir. Ce soir-là, toutefois, comme Étienne arrivait, le père Bonnemort, qui se levait de la poutre pour retourner au coron, disait à Mouque: « Bonne nuit, vieux. Dis donc, tu as connu la Roussie ?» Mouque resta un instant muet, dodelina des épaules, puis en rentrant dans sa maison: « bonne nuit, vieux. » Étienne, à son tour, vint s'asseoir sur la poutre. Sa tristesse augmentait, sans qu'il sût pourquoi. Le vieil homme, dont il regardait disparaître le dos, lui rappelait son arrivée du matin, le flot de paroles que l'énervement du vent avait arraché à ce silencieux. Que de misère! Et toutes ces filles, éreintées de fatigue, qui étaient encore assez bêtes le soir pour fabriquer des petits, de la chair à travail et à souffrance. Jamais ça ne finirait, si elles s'emplissaient toujours de meurt-de-faim. Est-ce qu'elles n'auraient pas dû plutôt se boucher le ventre, serrer les cuisses, ainsi qu'à l'approche du malheur? Peut-être ne remuait-il confusément ses idées moroses que dans l'ennui d'être seul lorsque les autres, à cette heure, s'en allaient 2 à 2 prendre du plaisir. Le temps mou l'étouffait un peu. Des gouttes de pluie, rares encore, tombaient sur ses mains fiévreuses. Oui, tout y passait. C'était plus fort que la raison. Justement, comme Étienne restait assis, immobile dans l'ombre, un couple qui descendait de Montsou le frôla sans le voir, en s'engageant dans le terrain vague de Réquillart. La fille, une pucelle bien sûr, se débattait, résistait avec des supplications basses, chuchotées, tandis que le garçon, muet, la poussait quand même vers les ténèbres d'un coin de hangar, demeuré debout,
sous lequel d'anciens cordages moisis s'entassaient. C'étaient Catherine et le grand Chaval. Mais Étienne ne les avait pas reconnus au passage, et il les suivait des yeux, il guettait la fin de l'histoire, pris d'une sensualité qui changeait le cours de ses réflexions. Pourquoi serait-il intervenu? Lorsque les filles disent non, c'est qu'elles aimaient être bourrées d'abord. En quittant le coron des 240, Catherine était allée à Montsou par le pavé. Depuis l'âge de 10 ans, depuis qu'elle gagnait sa vie à la fosse, elle courait ainsi le pays toute seule, dans la complète liberté des familles de houilleurs. Et si aucun homme ne l'avait eue à 15 ans, c'était grâce à l'éveil tardif de sa puberté, dont elle attendait encore la crise. Quand elle fut devant les chantiers de la compagnie, elle traversa la rue et entra chez une blanchisseuse, où elle était certaine de trouver la Mouquette, car celle-ci vivait là, avec des femmes qui se payaient des tournées de café du matin au soir. Mais elle eut un chagrin. La Mouquette, précisément, avait régalé à son tour, si bien qu'elle ne put lui prêter les 10 sous promis. Pour la consoler, on lui offrit vainement un verre de café tout chaud. Elle ne voulut même pas que sa camarade empruntât à une autre femme. Une pensée d'économie lui était venue, une sorte de crainte superstitieuse, la certitude que, si elle l'achetait maintenant, ce ruban lui porterait malheur. Elle se hâta de reprendre le chemin du coron, et elle était aux dernières maisons de Montsou lorsqu'un homme, sur la porte de l'estaminet Piquette, l'appela. « Hé, Catherine, où cours-tu si vite ?» C'était le grand Chaval. Elle fut contrariée, non qu'il lui déplut, mais parce qu'elle n'était pas en train de rire. « Entre donc boire quelque chose. Un petit verre de doux, veux-tu ?» Gentiment, elle refusa. La nuit allait tomber, on l'attendait chez elle. Lui s'était avancé, la suppliait à voix basse, au milieu de la rue. Son idée, depuis longtemps, était de la décider à monter dans la chambre qu'il occupait au premier étage de l'estaminet Piquette, une belle chambre qui avait un grand lit, pour un ménage. Il lui faisait donc peur qu'elle refusait toujours. Elle, bonne fille, riait, disait qu'elle monterait la semaine où les enfants ne poussent pas. Puis, d'une chose à une autre, elle en arriva, sans savoir comment, à parler du ruban bleu qu'elle n'avait pu acheter. « Mais je vais t'en payer un, moi !» cria-t-il. Elle rougit, sentant qu'elle ferait bien de refuser encore, travaillait au fond du gros désir d'avoir son ruban. L'idée d'un emprunt lui revint. Elle finit par accepter, à la condition qu'elle lui rendrait ce qu'il dépenserait pour elle. Cela les fit plaisanter de nouveau. Il fut convenu que si elle ne couchait pas avec lui, elle lui rendrait l'argent. Mais il y eut une autre difficulté lorsqu'il parla d'aller chez Maigrat. « Non, pas chez Maigrat, maman me l'a défendu. »« Laisse donc, est-ce qu'on a besoin de dire où l'on va? C'est lui qui tient les plus beaux rubans de Montsou. » Lorsque Maigrat vit entrer dans sa boutique le grand Chaval et Catherine, comme deux galants qui achètent leurs cadeaux de noces, il devint très rouge. Il montra ses pièces de ruban bleu, avec la rage d'un homme dont on se moque. Puis, les jeunes gens servis, il se planta sur la porte pour les regarder s'éloigner dans le crépuscule, et comme sa femme venait d'une voix timide lui demander un renseignement, il tomba sur elle, l'injuria, cria qu'il ferait se repentir un jour le sale monde qui manquait de reconnaissance, lorsque tous auraient dû être par terre, à lui lécher les pieds. Sur la route, le grand Chaval accompagnait Catherine. Il marchait près d'elle, les bras ballants. Seulement, il la poussait de la hanche, il la conduisait, sans en avoir l'air. Elle s'aperçut tout d'un coup qu'il lui avait fait quitter le pavé et qu'ils s'engageaient ensemble dans l'étroit chemin de Réquillart. Mais elle n'eut pas le temps de se fâcher. Déjà, il la tenait à la taille, il l'étourdissait d'une caresse de mots continue. Était-elle bête d'avoir peur? Est-ce qu'il voulait du mal à un petit mignon comme elle, aussi douce que de la soie, si tendre qu'il l'aurait mangée? Et il lui soufflait derrière l'oreille, dans le cou, il lui faisait passer un frisson sur toute la peau du corps. Elle, étouffée, ne trouvait rien à répondre. C'était vrai qu'il semblait l'aimer. Le samedi soir, après avoir éteint la chandelle, elle s'était justement demandé ce qu'il arriverait s'il la prenait ainsi. Puis, en s'endormant, elle avait rêvé qu'elle ne disait plus non, toute lâche de plaisir. Pourquoi donc, à la même idée aujourd'hui, éprouvait-elle une répugnance et comme un regret? Pendant qu'il lui chatouillait la nuque avec ses moustaches, si doucement qu'elle en fermait les yeux, l'ombre d'un autre homme, du garçon entrevu le matin, passait dans le noir de ses paupières closes. Brusquement, Catherine regarda autour d'elle. Chaval l'avait conduite dans les décombres de Réquillart, et elle eut un recul frissonnant devant les ténèbres du hangar effondré. « Oh non, murmura-t-elle, je t'en prie, laisse-moi. » La peur du mal l'affolait, cette peur qui raidit les muscles dans un instinct de défense, même lorsque les filles veulent bien, et qu'elles sentent l'approche conquérante de l'homme.
Sa virginité, qui n'avait rien à apprendre pourtant, s'épouvantait, comme à la menace d'un coup, d'une blessure dont elle redoutait la douleur encore inconnue. Non, non, je ne veux pas. Je te dis que je suis trop jeune. Vrai. Plus tard, quand je serai faite au moins. Il grogna sourdement. Bête, rien à craindre alors. Qu'est-ce que ça te fiche? Mais il ne parla pas davantage. Il l'avait empoignée solidement. Il la jetait sous le hangar. Et elle tomba à la renverse sur les vieux cordages. Elle cessa de se défendre, subissant le mal avant l'âge, avec cette soumission héréditaire qui, dès l'enfance, culbutait en plein vent les filles de sa race. Ses bégaiements effrayés s'éteignirent. On n'entendit plus que le souffle ardent de l'homme. Étienne, cependant, avait écouté, sans bouger. Encore une qui faisait le saut. Et maintenant qu'il avait vu la comédie, il se leva, envahi d'un malaise, d'une sorte d'excitation jalouse où montait de la colère. Il ne se gênait plus, il enjambait les poutres, car ces deux-là étaient bien trop occupés à cette heure pour se déranger. Aussi fut-il surpris, lorsqu'il eut fait une centaine de pas sur la route, de voir, en se tournant, qu'ils étaient debout déjà et qu'ils paraissaient, comme lui, revenir vers le coron. L'homme avait repris la fille à la taille, la serrant d'un air de reconnaissance, lui parlant toujours dans le cou. Et c'était elle qui semblait pressée, qui voulait rentrer vite, l'air fâché surtout du retard. Alors Étienne fut tourmenté d'une envie, celle de voir leur figure. C'était imbécile, il hâta le pas pour ne point y céder. Mais ses pieds se ralentissaient d'eux-mêmes. Il finit au premier réverbère par se cacher dans l'ombre. Une stupeur le cloua lorsqu'il reconnut au passage Catherine et le grand Chaval. Il hésitait d'abord. Était-ce bien elle, cette jeune fille en robe gros bleu, avec ce bonnet? Était-ce le galopin qu'il avait vu en culotte, la tête serrée dans le béguin de toile? Voilà pourquoi elle avait pu le frôler sans qu'il la devinât. Mais il ne doutait plus, il venait de retrouver ses yeux, la limpidité verdâtre de cette eau de source, si claire et si profonde. Quel catin! Et il éprouvait un furieux besoin de se venger d'elle, sans motif, en la méprisant. D'ailleurs, ça ne lui allait pas d'être en fille. Elle était affreuse. Lentement, Catherine et Chaval étaient passés. Il ne se savait point guetter de la sorte. Lui la retenait pour la baiser derrière l'oreille, tandis qu'elle recommençait à s'attarder sous les caresses qui la faisaient rire. Resté en arrière, Étienne était bien obligé de les suivre, irrité de ce qu'ils barraient le chemin, assistant quand même à ces choses dont la vue l'exaspérait. C'était donc vrai ce qu'elle lui avait juré le matin. Elle n'était encore la maîtresse de personne. Et lui qui ne l'avait pas cru, qui s'était privé d'elle pour ne pas faire comme l'autre. Et lui qui venait de se la laisser prendre sous le nez, qui avait poussé la bêtise jusqu'à s'égayer salement à les voir. Cela le rendait fou. Il serrait les poings. Il aurait mangé cet homme, dans un de ses besoins de tuer où il voyait rouge. Pendant une demi-heure, la promenade dura. Lorsque Chaval et Catherine approchèrent du Voreux, ils ralentirent encore leur marche. Ils s'arrêtèrent 2 fois au bord du canal, 3 fois le long du terri, très gais maintenant, s'amusant à de petits jeux tendres. Étienne devait s'arrêter lui aussi, faire les mêmes stations, de peur d'être aperçu. Il s'efforçait de n'avoir plus qu'un regret brutal. Ça lui apprendrait à ménager les filles par bonne éducation. Puis après le Voreux, libre enfin d'aller dîner chez Rasseneur, il continua de les suivre, il les accompagna au coron, demeura là, debout dans l'ombre, pendant un quart d'heure, à attendre que Chaval laissât Catherine rentrer chez elle. Et lorsqu'il fut bien sûr qu'ils n'étaient plus ensemble, il marcha de nouveau, il poussa très loin sur la route de Marchiennes, piétinant, ne songeant à rien, trop étouffé et trop triste pour s'enfermer dans une chambre. 1 heure plus tard seulement, vers 9 heures, Étienne retraversa le coron, en se disant qu'il fallait manger et se coucher s'il voulait être debout le matin à 4 heures. Le village dormait déjà, tout noir dans la nuit. Pas une lueur ne glissait des persiennes closes, les longues façades s'alignaient, avec le sommeil pesant des casernes qui ronflent. Seul un chat se sauva au travers des jardins vides. C'était la fin de la journée, l'écrasement des travailleurs tombant de la table au lit, assommés de fatigue et de nourriture. Chez Rasseneur, dans la salle éclairée, un machineur et 2 ouvriers du jour buvaient des chopes. Mais avant de rentrer, Étienne s'arrêta, jeta un dernier regard aux ténèbres. Il retrouvait la même immensité noire que le matin, lorsqu'il était arrivé par le grand vent. Devant lui, le Voreux s'accroupissait de son air de bête mauvaise, vague, piqué de quelques lueurs de lanterne. Les 3 brasiers du terri brûlaient en l'air, pareils à des lunes sanglantes, détachant par instants les silhouettes démesurées du père Bonnemort et de son cheval jaune.
et au-delà, dans la plaine rase, l'ombre avait tout submergé. Montsou, Marchiennes, la forêt de Vandame, la vaste mer de betteraves et de blé, où ne luisaient plus comme des phares lointains que les feux bleus des hauts fourneaux et les feux rouges des fours à coke. Peu à peu, la nuit se noyait, la pluie tombait maintenant, lente, continue, abîmant ce néant au fond de son ruissellement monotone. Tandis qu'une seule voix s'entendait encore, la respiration grosse et lente de la machine d'épuisement, qui jour et nuit soufflait. Fin du chapitre 5 de la deuxième partie. Fin de la deuxième partie. Troisième partie, chapitre 1 de Germinal. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Germinal par Émile Zola. Troisième partie, chapitre 1. Le lendemain, les jours suivants, Étienne reprit son travail à la fosse. Il s'accoutumait, son existence se réglait sur cette besogne et ses habitudes nouvelles qui lui avaient paru si dures au début. Une seule aventure coupa la monotonie de la première quinzaine, une fièvre éphémère qui le tint 48 heures au lit, les membres brisés, la tête brûlante, rêvassant, dans un demi-délire, qu'il poussait sa berline au fond d'une voie trop étroite, où son corps ne pouvait passer. C'était simplement la courbature de l'apprentissage, un excès de fatigue dont il se remit tout de suite. Et les jours succédaient aux jours, des semaines, des mois s'écoulèrent. Maintenant, comme les camarades, il se levait à 3 heures, buvait le café, emportait la double tartine que madame Rasseneur lui préparait dès la veille. Régulièrement, en se rendant le matin à la fosse, il rencontrait le vieux bonnemort qui allait se coucher, et en sortant l'après-midi, il se croisait avec Bouteloup qui arrivait prendre sa tâche. Il avait le béguin, la culotte, la veste de toile, il grelottait et il se chauffait le dos à la baraque, devant le grand feu. Puis venait la tante, pieds nus, à la recette, traversée de furieux courants d'air. Mais la machine, dont les gros membres d'acier, étoilés de cuivre, luisaient là-haut, dans l'ombre, ne le préoccupait plus, ni les câbles qui filaient d'une aile noire et muette d'oiseaux nocturnes, ni les cages émergeant et plongeant sans cesse, au milieu du vacarme des signaux, des ordres criés, des berlines ébranlant les dalles de fonte. Sa lampe brûlait mal, ce sacré lampiste n'avait pas dû la nettoyer. Et il ne se dégourdissait que lorsque Mouquet les emballait tous, avec des claques de farceur qui sonnaient sur le derrière des filles. La cage se décrochait, tombait comme une pierre au fond d'un trou, sans qu'il tournât seulement la tête pour voir fuir le jour. Jamais il ne songeait à une chute possible, il se retrouvait chez lui à mesure qu'il descendait dans les ténèbres, sous la pluie battante. En bas, à l'accrochage, lorsque Pierron les avait déballés, de son air de douceur cafarde, c'était toujours le même piétinement de troupeau, les chantiers s'en allant chacun à sa taille, d'un pas traînard. Lui, désormais, connaissait les galeries de la mine mieux que les rues de Montsou, savait qu'il fallait tourner ici, se baisser plus loin, éviter ailleurs une flaque d'eau. Il avait pris une telle habitude de ces 2 kilomètres sous terre qu'il les aurait faits sans lampe, les mains dans les poches. Et toutes les fois, les mêmes rencontres se produisaient, un porion éclairant au passage la face des ouvriers, le père Mouque amenant un cheval, Bébert conduisant Bataille qui s'ébrouait, Jeanlin courant derrière le train pour refermer les portes d'aérage, et la grosse Mouquette et la maigre Lydie poussant leurs berlines. À la longue, Étienne souffrait aussi beaucoup moins de l'humidité et de l'étouffement de la taille. La cheminée lui semblait très commode pour monter, comme s'il eût fondu et qu'il pût passer par des fentes où il n'aurait point risqué une main jadis. Il respirait sans malaise les poussières du charbon, voyait clair dans la nuit, suait tranquille, fait à la sensation d'avoir du matin au soir ses vêtements trempés sur le corps. Du reste, il ne dépensait plus maladroitement ses forces, une adresse lui était venue, si rapide qu'elle étonnait le chantier. Au bout de 3 semaines, on le citait parmi les bons herscheurs de la fosse. Pas un ne roulait sa berline jusqu'au plan incliné, d'un train plus vif, ni ne l'emballait ensuite avec autant de correction. Sa petite taille lui permettait de se glisser partout, et ses bras avaient beau être fins et blancs comme ceux d'une femme,
il paraissait en fer sous la peau délicate, tellement il menait rudement la besogne. Jamais il ne se plaignait, par fierté sans doute, même quand il râlait de fatigue. On ne lui reprochait que de ne pas comprendre la plaisanterie, tout de suite fâché dès qu'on voulait taper sur lui. Au demeurant, il était accepté, regardé comme un vrai mineur, dans cet écrasement de l'habitude qui le réduisait un peu chaque jour à une fonction de machine. Maheu surtout se prenait d'amitié pour Étienne, car il avait le respect de l'ouvrage bien fait. Puis, ainsi que les autres, il sentait que ce garçon avait une instruction supérieure à la sienne. Il le voyait lire, écrire, dessiner des bouts de plans, il l'entendait causer de choses dont lui ignorait jusqu'à l'existence. Cela ne l'étonnait pas. Les houilleurs sont de rudes hommes qui ont la tête plus dure que les machineurs. Mais il était surpris du courage de ce petit-là, de la façon gaillarde dont il avait mordu au charbon pour ne pas crever de faim. C'était le premier ouvrier de rencontre qui s'acclimatait si promptement. Aussi, lorsque l'abattage pressait et qu'il ne voulait pas déranger un haveur, chargeait-il le jeune homme du boisage, certain de la propreté et de la solidité du travail. Les chefs le tracassaient toujours sur cette maudite question des bois. Il craignait à chaque heure de voir apparaître l'ingénieur Négrel, suivi de Dansaert, criant, discutant, faisant tout recommencer. Et il avait remarqué que le boisage de son herscheur satisfaisait ces messieurs davantage, malgré leurs airs de n'être jamais contents, et de répéter que la compagnie, un jour ou l'autre, prendrait une mesure radicale. Les choses traînaient. Un sourd mécontentement fermentait dans la fosse. Maheu lui-même, si calme, finissait par fermer les poings. Il y avait eu d'abord une rivalité entre Zacharie et Étienne. Un soir, ils s'étaient menacés d'une paire de gifles. Mais le premier, brave garçon et se moquant de ce qui n'était pas son plaisir, tout de suite apaisé par l'offre amicale d'une chope, avait dû s'incliner bientôt devant la supériorité du nouveau venu. Levaque, lui aussi, faisait bon visage maintenant, causait politique avec le herscheur, qui avait, disait-il, ses idées. Et parmi les hommes du marchandage, celui-ci ne sentait plus une hostilité sourde que chez le grand Chaval, non pas qu'ils parussent se bouder, car ils étaient devenus camarades au contraire. Seulement, leurs regards se mangeaient quand ils plaisantaient ensemble. Catherine, entre eux, avait repris son train de fille lasse et résignée, pliant le dos, poussant sa berline, gentille toujours pour son compagnon de roulage, qui l'aidait à son tour, soumise d'autre part aux volontés de son amant, dont elle subissait ouvertement les caresses. C'était une situation acceptée, un ménage reconnu sur lequel la famille elle-même fermait les yeux, à ce point que Chaval emmenait chaque soir la herscheuse derrière le terri, puis la ramenait jusqu'à la porte de ses parents, où il l'embrassait une dernière fois devant tout le coron. Étienne, qui croyait en avoir pris son parti, la taquinait souvent avec ses promenades, lâchant pour rire des mots crus, comme on en lâche entre garçons et filles au fond des tailles. Et elle répondait sur le même ton, disait par crânerie ce que son galant lui avait fait, troublée cependant et pâlissante, lorsque les yeux du jeune homme rencontraient les siens. Tous les deux détournaient la tête, restaient parfois une heure sans se parler, avec l'air de se haïr pour des choses enterrées en eux et sur lesquelles ils ne s'expliquaient point. Le printemps était venu. Étienne, un jour, au sortir du puits, avait reçu à la face cette bouffée tiède d'avril, une bonne odeur de terre jeune, de verdure tendre, de grand air pur. Et maintenant, à chaque sortie, le printemps sentait meilleur et le chauffait davantage, après ses 10 heures de travail dans l'éternel hiver du fond, au milieu de ces ténèbres humides que jamais ne dissipait aucun été. Les jours s'allongeaient encore, il avait fini, en mai, par descendre au soleil levant, lorsque le ciel vermeil éclairait le voreux d'une poussière d'aurore, où la vapeur blanche des échappements montait toute rose. On ne grelottait plus, une haleine tiède soufflait des lointains de la plaine, pendant que les alouettes, très haut, chantaient. Puis, à 3 heures, il avait l'éblouissement du soleil devenu brûlant, incendiant l'horizon, rougissant les briques sous la crasse du charbon. En juin, les blés étaient grands déjà, d'un vert bleu qui tranchait sur le vert noir des betteraves. C'était une mer sans fin, ondulante au moindre vent,
qu'il voyait s'étaler et croître de jour en jour, surpris parfois comme s'il la trouvait le soir plus enflée de verdure que le matin. Les peupliers du canal s'empanachaient de feuilles, des herbes envahissaient le terri, des fleurs couvraient les prés, toute une vie germait, jaillissait de cette terre, pendant qu'il geignait sous elle, là-bas, de misère et de fatigue. Maintenant, lorsque Étienne se promenait, le soir, ce n'était plus derrière le terri qu'il effarouchait des amoureux. Il suivait leur sillage dans les blés, il devinait leur nid d'oiseaux paillards, au remous des épis jaunissants et des grands coquelicots rouges. Zacharie et Philomène y retournaient par une habitude de vieux ménage. La mère brûlée, toujours aux trousses de Lydie, la dénichait à chaque instant avec Jeanlin, terrés si profondément ensemble qu'il fallait mettre le pied sur eux pour les décider à s'envoler. Et quant à la mouquette, elle gîtait partout, on ne pouvait traverser un champ sans voir sa tête plonger, tandis que ses pieds seuls surnageaient dans des culbutes à pleine échine. Mais tout cela était bien libre, le jeune homme ne trouvait ça coupable que les soirs où il rencontrait Catherine et Chaval. 2 fois il les vit, à son approche, s'abattre au milieu d'une pièce dont les tiges immobiles restèrent mortes ensuite. Une autre fois, comme il suivait un étroit chemin, les yeux clairs de Catherine lui apparurent au ras des blés, puis se noyèrent. Alors la plaine immense lui semblait trop petite, il préférait passer la soirée chez Rasseneur, à l'avantage. Madame Rasseneur, donnez-moi une chope. Non, je ne sortirai pas ce soir, j'ai les jambes cassées. Et il se tournait vers un camarade qui se tenait d'habitude assis à la table du fond, la tête contre le mur. Souvarine, tu n'en prends pas une? Merci, rien du tout. Étienne avait fait la connaissance de Souvarine en vivant là, côte à côte. C'était un machineur du Voreux qui occupait en haut la chambre meublée voisine de la sienne. Il devait avoir une trentaine d'années, mince, blond, avec une figure fine, encadrée de grands cheveux et d'une barbe légère. Ses dents blanches et pointues, sa bouche et son nez mince, le rose de son teint, lui donnaient un air de fille, un air de douceur entêtée, que le reflet gris de ses yeux d'acier ensauvageait par éclairs. Dans sa chambre d'ouvrier pauvre, il n'avait qu'une caisse de papiers et de livres. Il était russe, ne parlait jamais de lui, laissait courir des légendes sur son compte. Les houilleurs, très défiants devant les étrangers, le flairant d'une autre classe à ses mains petites de bourgeois, avaient d'abord imaginé une aventure, un assassinat dont il fuyait le châtiment. Puis il s'était montré si fraternel pour eux, sans fierté, distribuant à la marmaille du coron tous les sous de ses poches, qu'il l'acceptait à cette heure, rassuré par le mot de réfugié politique qui circulait, mot vague, où il voyait une excuse, même au crime, et comme une camaraderie de souffrance. Les premières semaines, Étienne l'avait trouvé d'une réserve farouche. Aussi ne connut-il son histoire que plus tard. Souvarine était le dernier-né d'une famille noble du gouvernement de Toula. À Saint-Pétersbourg, où il faisait sa médecine, la passion socialiste qui emportait alors toute la jeunesse russe l'avait décidé à apprendre un métier manuel, celui de mécanicien, pour se mêler au peuple, pour le connaître et l'aider en frère. Et c'était de ce métier qu'il vivait maintenant, après s'être enfui à la suite d'un attentat manqué contre la vie de l'empereur. Pendant 1 mois, il avait vécu dans la cave d'un fruitier, creusant une mine au travers de la rue, chargeant des bombes, sous la continuelle menace de sauter avec la maison. Renié par sa famille, sans argent, mis comme étranger à l'index des ateliers français qui voyaient en lui un espion, il mourait de faim lorsque la compagnie de Montsou l'avait enfin embauché dans une heure de presse. Depuis 1 an, il y travaillait en bon ouvrier, sobre, silencieux, faisant une semaine le service de jour et une semaine le service de nuit, si exact que les chefs le citaient en exemple. « Tu n'as donc jamais soif ?» lui demandait Étienne en riant. Et il répondait de sa voix douce, presque sans accent, « J'ai soif quand je mange. » Son compagnon le plaisantait aussi sur les filles, jurait l'avoir vu avec une herscheuse dans les blés, du côté des bas de soie. Alors il haussait les épaules, plein d'une indifférence tranquille. Une herscheuse, pourquoi faire? La femme était pour lui un garçon, un camarade, quand elle avait la fraternité et le courage d'un homme. Autrement,
À quoi bon se mettre au coeur une lâcheté possible? Ni femme ni ami, il ne voulait aucun lien, il était libre de son sang et du sang des autres. Chaque soir vers 9 heures, lorsque le cabaret se vidait, étienne restait ainsi à causer avec souvarine. Lui buvait sa bière à petits coups, le machineur fumait de continuelles cigarettes dont le tabac avait à la longue roussi ses doigts minces. Ses yeux vagues de mystique suivaient la fumée au travers d'un rêve. Sa main gauche pour s'occuper, tâtonnante et nerveuse, cherchait dans le vide. Et il finissait d'habitude par installer sur ses genoux un lapin familier, une grosse mère toujours pleine, qui vivait lâchée en liberté dans la maison. Cette lapine, qu'il avait lui-même appelée Pologne, s'était mise à l'adorer, venait flairer son pantalon, se dressait, le grattait de ses pattes, jusqu'à ce qu'il l'eût prise comme un enfant. Puis, tassée contre lui, les oreilles rabattues, elle fermait les yeux. Tandis que, sans se lasser, d'un geste de caresse inconscient, il passait la main sur la soie grise de son poil, l'air calmé par cette douceur tiède et vivante. Vous savez, dit un soir Étienne, j'ai reçu une lettre de Pluchart. Il n'y avait plus là que Rasseneur. Le dernier client était parti, rentrant au coron qui se couchait. Ah, s'écria le cabaretier, debout devant ses 2 locataires. Où en est-il, Pluchart? Étienne, depuis 2 mois, entretenait une correspondance suivie avec le mécanicien de Lille, auquel il avait eu l'idée d'apprendre son embauchement à Montsou, et qui maintenant l'endoctrinait, frappé de la propagande qu'il pouvait faire au milieu des mineurs. Il en est que l'association en question marche très bien. On adhère de tous les côtés, paraît-il. Qu'est-ce que tu en dis, toi, de leur société? Demanda Rasseneur à Souvarine. Celui-ci, qui grattait tendrement la tête de Pologne, souffla un jet de fumée, en murmurant de son air tranquille: encore des bêtises. Mais Étienne s'enflammait. Toute une prédisposition de révolte le jetait à la lutte du travail contre le capital dans les illusions premières de son ignorance. C'était de l'association internationale des travailleurs qu'il s'agissait, de cette fameuse internationale qui venait de se créer à Londres. N'y avait-il pas là un effort superbe, une campagne où la justice allait enfin triompher? Plus de frontières, les travailleurs du monde entier se levant, s'unissant, pour assurer à l'ouvrier le pain qu'il gagne. Et quelle organisation simple et grande! En bas, la section, qui représente la commune. Puis la fédération, qui groupe les sections d'une même province. Puis la nation, et au-dessus, enfin, l'humanité, incarnée dans un conseil général où chaque nation était représentée par un secrétaire correspondant. Avant 6 mois, on aurait conquis la terre, on dicterait des lois aux patrons s'ils faisaient les méchants. Des bêtises, répéta Souvarine. Votre Karl Marx en est encore à vouloir laisser agir les forces naturelles. Pas de politique, pas de conspiration, n'est-ce pas? Tout au grand jour, et uniquement pour la hausse des salaires. Fichez-moi donc la paix avec votre évolution. Allumez le feu aux 4 coins des villes, fauchez les peuples, rasez tout, et quand il ne restera plus rien de ce monde pourri, peut-être en repoussera-t-il un meilleur. Étienne se mit à rire. Il n'entendait pas toujours les paroles de son camarade. Cette théorie de la destruction lui semblait une pose. Rasseneur, encore plus pratique, et d'un bon sens d'homme établi, ne daigna pas se fâcher. Il voulait seulement préciser les choses. Alors quoi, tu vas tenter de créer une section à Montsou? C'était ce que désirait Pluchart, qui était secrétaire de la Fédération du Nord. Il insistait particulièrement sur les services que l'association rendrait aux mineurs s'ils se mettaient un jour en grève. Étienne, justement, croyait la grève prochaine. L'affaire des bois finirait mal. Il ne fallait plus qu'une exigence de la compagnie pour révolter toutes les fosses. L'embêtant, c'est les cotisations, déclara Rasseneur d'un ton judicieux. 50 centimes par an pour le fonds général, 2 francs pour la section, ça n'a l'air de rien, et je parie que beaucoup refuseront de les donner. D'autant plus, ajouta Étienne, qu'on devrait d'abord créer ici une caisse de prévoyance, dont nous ferions à l'occasion une caisse de résistance. N'importe, il est temps de songer à ces choses. Moi, je suis prêt, si les autres sont prêts. Il y eut un silence. La lampe à pétrole fumait sur le comptoir. Par la porte grande ouverte, on entendait distinctement la pelle d'un chauffeur du Voreux chargeant un foyer de la machine.
tout est si cher reprit madame rasseneur qui était entrée et qui écoutait d'un air sombre comme grandie dans son éternelle robe noire si je vous disais que j'ai payé les oeufs 22 sous il faudra que ça pète les trois hommes cette fois furent du même avis ils parlaient l'un après l'autre d'une voix désolée et les doléances commencèrent l'ouvrier ne pouvait pas tenir le coup la révolution n'avait fait qu'aggraver ses misères c'étaient les bourgeois qui s'engraissaient depuis si goulûment qu'ils ne lui laissaient même pas le fond des plats à torcher qu'on dise un peu si les travailleurs avaient eu leur part raisonnable dans l'extraordinaire accroissement de la richesse et du bien-être depuis 100 ans on s'était fichu d'eux en les déclarant libres oui libres de crever de faim ce dont ils ne se privaient guère ça ne mettait pas du pain dans la huche de voter pour des gaillards qui se gobergeaient ensuite sans plus songer aux misérables qu'à leurs vieilles bottes non d'une façon ou d'une autre il fallait en finir que ce fût gentiment par des lois par une entente de bonne amitié ou que ce fût en sauvage en brûlant tout et en se mangeant les uns les autres les enfants verraient sûrement cela si les vieux ne le voyaient pas car le siècle ne pouvait s'achever sans qu'il y eût une autre révolution celle des ouvriers cette fois un chambardement qui nettoierait la société du haut en bas et qui la rebâtirait avec plus de propreté et de justice il faut que ça pète répéta énergiquement madame rasseneur oui oui crièrent-ils tous les trois il faut que ça pète souvarine flattait maintenant les oreilles de pologne dont le nez se frisait de plaisir il dit à mi-voix les yeux perdus comme pour lui-même augmenter le salaire est-ce qu'on peut il est fixé par la loi d'airain à la plus petite somme indispensable juste le nécessaire pour que les ouvriers mangent du pain sec et fabriquent des enfants s'il tombe trop bas les ouvriers crèvent et la demande de nouveaux hommes le fait remonter s'il monte trop haut l'offre trop grande le fait baisser c'est l'équilibre des ventres vides la condamnation perpétuelle au bagne de la faim quand il s'oubliait de la sorte abordant des sujets de socialiste instruit étienne et rasseneur demeuraient inquiets troublés par ces affirmations désolantes auxquelles ils ne savaient que répondre entendez-vous reprit-il avec son calme habituel en les regardant il faut tout détruire ou la faim repoussera oui l'anarchie plus rien la terre lavée par le sang purifiée par l'incendie on verra ensuite monsieur a bien raison déclara madame rasseneur qui dans ses violences révolutionnaires se montrait d'une grande politesse étienne désespéré de son ignorance ne voulut pas discuter davantage il se leva en disant allons nous coucher tout ça ne m'empêchera pas de me lever à 3 heures déjà souvarine après avoir soufflé le bout de cigarette collé à ses lèvres prenait délicatement la grosse lapine sous le ventre pour la poser à terre rasseneur fermait la maison ils se séparèrent en silence les oreilles bourdonnantes la tête comme enflée des questions graves qu'ils remuaient et chaque soir c'étaient des conversations semblables dans la salle nue autour de l'unique chope qu'étienne mettait 1 heure à vider un fond d'idées obscures endormies en lui s'agitait s'élargissait dévoré surtout du besoin de savoir il avait hésité longtemps à emprunter des livres à son voisin qui malheureusement ne possédait guère que des ouvrages allemands et russes enfin il s'était fait prêter un livre français sur les sociétés coopératives encore des bêtises disait souvarine et il lisait aussi régulièrement un journal que ce dernier recevait le combat feuille anarchiste publiée à genève d'ailleurs malgré leurs rapports quotidiens il le trouvait toujours aussi fermé avec son air de camper dans la vie sans intérêt ni sentiment ni bien d'aucune sorte ce fut vers les premiers jours de juillet que la situation d'étienne s'améliora au milieu de cette vie monotone sans cesse recommençante de la mine un accident s'était produit les chantiers de la veine guillaume venaient de tomber sur un brouillage toute une perturbation dans la couche qui annonçait certainement l'approche d'une faille et en effet on avait bientôt rencontré cette faille que les ingénieurs malgré leur grande connaissance du terrain ignoraient encore cela bouleversait la fosse on ne causait que de la veine disparue glissée sans doute plus bas de l'autre côté de la faille les vieux mineurs ouvraient déjà les narines comme de bons chiens lancés à la chasse de la houille mais en attendant les chantiers ne pouvaient rester les bras croisés
et des affiches annoncèrent que la compagnie allait mettre aux enchères de nouveaux marchandages. Maheu un jour à la sortie accompagna Étienne et lui offrit d'entrer comme haveur dans son marchandage à la place de Levaque passé à un autre chantier. L'affaire était déjà arrangée avec le maître porion et l'ingénieur qui se montraient très contents du jeune homme. Aussi Étienne n'eut-il qu'à accepter ce rapide avancement, heureux de l'estime croissante où Maheu le tenait. Dès le soir, ils retournèrent ensemble à la fosse prendre connaissance des affiches. Les tailles mises aux enchères se trouvaient à la veine filonnière, dans la galerie nord du Voreux. Elles semblaient peu avantageuses. Le mineur hochait la tête à la lecture que le jeune homme lui faisait des conditions. En effet, le lendemain, quand ils furent descendus et qu'il l'eut emmené visiter la veine, il lui fit remarquer l'éloignement de l'accrochage, la nature ébouleuse du terrain, le peu d'épaisseur et la dureté du charbon. Pourtant, si l'on voulait manger, il fallait travailler. Aussi, le dimanche suivant, allèrent-ils aux enchères, qui avaient lieu dans la baraque, et que l'ingénieur de la fosse, assisté du maître porion, présidait en l'absence de l'ingénieur divisionnaire. 500 à 600 charbonniers se trouvaient là, en face de la petite estrade, plantés dans un coin. Et les adjudications marchaient d'un tel train qu'on entendait seulement un sourd tumulte de voix, des chiffres criés, étouffés par d'autres chiffres. Un instant, Maheu eut peur de ne pouvoir obtenir un des 40 marchandages offerts par la compagnie. Tous les concurrents baissaient, inquiets des bruits de crise, pris de la panique du chômage. L'ingénieur Négrel ne se pressait pas devant cet acharnement, laissait tomber les enchères au plus bas chiffre possible, tandis que Dansaert, désireux de hâter encore les choses, mentait sur l'excellence des marchés. Il fallut que Maheu, pour avoir ses 50 mètres d'avancement, luttât contre un camarade qui s'obstinait lui aussi. À tour de rôle, ils retiraient chacun 1 centime de la berline. Et s'il demeura vainqueur, ce fut en abaissant tellement le salaire que le porion richomme, debout derrière lui, se fâchait entre ses dents, le poussait du coude, en grognant avec colère que jamais il ne s'en tirerait à ce prix-là. Quand ils sortirent, Étienne jurait. Et il éclata devant Chaval, qui revenait des blés en compagnie de Catherine, flânant, pendant que le beau-père s'occupait des affaires sérieuses. Nom de Dieu, cria-t-il, en voilà un égorgement. Alors aujourd'hui, c'est l'ouvrier qu'on force à manger l'ouvrier? Chaval s'emporta. Jamais il n'aurait baissé, lui. Et Zacharie, venu par curiosité, déclara que c'était dégoûtant. Mais Étienne les fit taire d'un geste de sourde violence. Ça finira, nous serons les maîtres un jour. Maheu, resté muet depuis les enchères, parut s'éveiller. Il répéta: les maîtres. Ah, foutu sort, ce ne serait pas trop tôt. Fin du chapitre 1 de la 3e partie.